Donc Didier Martin, senior partner du cabinet Bredin-Pratt. J'ai commencé maintenant au siècle passé, dans une activité qui était très diverse à l'époque, puisqu'on était tout à la fois contentieux, conseil, ce qui est probablement un peu plus difficile aujourd'hui. Et j'ai rejoint, après avoir été associé au cabinet Gilles Loirette, le cabinet Bredin-Pratt en 1991. Depuis, le cabinet a bien grandi et je crois dans de bonnes conditions. Alors, cette commission a été constituée pour examiner, travailler sur un problème de place, c'est-à-dire qui concerne bon nombre d'entreprises, et donc il était important qu'il y ait le reflet des différents intérêts, si je puis dire, concernés. Donc bien sûr, des sociétés, des associations professionnelles représentant un plus grand nombre de sociétés, des professeurs universitaires, des avocats, des ONG, et donc afin que l'ensemble des intérêts concernés soient représentés, bien entendu des avocats qui peuvent avoir à plaider ces affaires devant les tribunaux. Il y a eu foison ces dernières années d'informations et de textes concernant les obligations extra-financières imposées aux sociétés. Et donc il y a deux éléments fondamentaux qui sont le développement de l'information à communiquer en matière de durabilité, et puis depuis 2017, la loi sur le devoir de vigilance qui impose aux entreprises d'avoir un plan afin de lutter contre tout ce qui peut affecter le droit de l'environnement, les droits sociaux et les droits humains. Et donc, par ce développement, les entreprises se sont retrouvées confrontées à de nombreux problèmes nouveaux à résoudre, et les administrateurs sont bien évidemment en première ligne. Et ils se sont posé la question de savoir si, pour un certain nombre de grandes entreprises, leur responsabilité pourrait être engagée davantage à l'avenir. Et donc, ce groupe de travail avait pour objet de savoir si oui ou non, au regard de ces nouveaux textes, s'il y avait un accroissement du risque de mise en cause de la responsabilité des administrateurs et dirigeants. Comme je l'ai évoqué dans la réponse de ma première question, nous pensons que ce régime de responsabilité n'est pas modifié fondamentalement. Il y a beaucoup plus d'obligations et donc d'occasions, le cas échéant, de mettre en cause cette responsabilité. En revanche, le régime de droit commun, qui est la faute, le lien de causalité et le dommage, ne sont pas remis en question. Et donc, le premier constat est de se dire qu'il n'y a pas de modification fondamentale. Ayant dit cela, c'est une branche du droit très bouillonnante, il y a beaucoup d'attentes des parties prenantes, les entreprises également de leur côté sont assez inquiètes de voir plus particulièrement un devoir de vigilance leur imposant beaucoup de contraintes et de diligence au sein de leur chaîne d'approvisionnement notamment. Et donc pour toutes ces raisons, eh bien, cette réflexion était nécessaire. Alors deux voies étaient possibles, soit d'essayer de protéger les administrateurs si l'on estimait qu'il y avait une multiplication trop grande des causes de responsabilité, et donc par là même se poser la question de savoir si le Business Judgment Rule, connu aux États-Unis, mais également dans un certain nombre de pays européens, devait être également intégré en droit français. En d'autres termes, une sorte de protection des administrateurs dans la mesure où ils respecteraient un certain nombre de précautions et d'actes nécessaires pour prendre une décision raisonnable. Nous avons, à l'occasion de ce groupe, étudié cette question. Pour autant, ça n'est pas repris comme étant une préconisation. Au fond, le droit français n'en est pas très loin et on ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une protection complémentaire pour les administrateurs. En sens inverse, on pouvait se poser la question de savoir si l'on devait éviter que la faute détachable qui s'impose lorsque des tiers agissent et non pas des actionnaires contre les administrateurs soit supprimée, voire évoluée. Et en réalité, il n'y a aucune raison particulière pour accroître cette responsabilité à l'égard des tiers, qui ne sont absolument pas orphelins, qui peuvent parfaitement agir contre la société elle-même. Et celui qui véritablement veut agir, notamment pour une action ulsiguni, c'est-à-dire pour le préjudice subi par la société, peut acheter une action, ce qui n'est tout de même pas trop compliqué pour agir judiciairement. Alors bien que le régime de responsabilité ne soit pas modifié, il est clair tout de même que ces obligations sont lourdes de conséquences potentiellement.
Il y a deux éléments qui ont frappé les membres du groupe de travail et sur lesquels il y a un consensus, en se disant d'abord que beaucoup de questions relevaient de techniques qui n'étaient pas nécessairement maîtrisées par les administrateurs sur le réchauffement climatique notamment, mais pas que. Et donc pour ces questions, il est apparu indispensable de reprendre des préconisations qui existent déjà depuis un certain nombre d'années par l'IFA et autres, qui est que les administrateurs se doivent de se former pour bien comprendre les enjeux environnementaux au sens large du terme. Et le deuxième constat qui a été fait relève de l'obligation d'information de l'administrateur. Bien entendu, la société se doit de donner tous les éléments d'information à l'administrateur, mais l'administrateur aussi, pour délibérer efficacement, se doit d'avoir toutes les informations qu'il considère comme pertinentes. Par ailleurs, lorsque les entreprises qui développent leur plan de vigilance donnent des documents volumineux, cela n'empêche pas l'administrateur d'être vigilant et de poser les questions nécessaires pour s'assurer qu'au-delà des constats, il y a bien des personnes en charge de s'informer sur la réalité de ce qu'il en est à partir de ce qui lui est communiqué au conseil d'administration. Et donc, en conclusion, si je puis dire, nous avons dit qu'il y aurait probablement à l'avenir deux de ces obligations qui seraient scrutées vraisemblablement par le juge en cas de contentieux. Est-ce que les administrateurs ont été suffisamment bien formés pour comprendre ce qu'il en était? Et est-ce qu'ils se sont suffisamment informés pour avoir la certitude, ou en tout cas suffisamment de certitude pour estimer que le contrôle des risques était fait dans de bonnes conditions, ou le contrôle des risques pour les parties prenantes, comme la loi sur le devoir de vigilance le prévoit.